Bonsoir et bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce 20h sur la chaîne africaine de télévision, la pluie tombée en début de semaine sur Ouagadougou n'a pas fait de cadeau à certains habitants au quartier Basenko. Ce sont donc des rues, des maisons détruites, occasionnant plusieurs sinistrés. Un danger pour les riverains qui crient au secours. Le constat de nos reporters dans un instant. Et au même moment, chaque année, les sensibilisations sont faites pour donc quitter ces zones inondables. Mais il y a des récidivistes. Le CONASU risque de ne plus se porter secours à ses habitants à la longue. Son secrétaire permanent l'a confirmé aujourd'hui à nos reporters. Vous le verrez plus en détail dans un instant. Au Gabon, les résultats du baccalauréat ne seront pas affichés dans les centres d'examen. Les élèves verront leurs résultats par un SMS envoyé aux admis. Cette innovation vise à éviter des contaminations en masse dues au coronavirus. Et la décision inquiète et n'enchante pas les élèves et les parents d'élèves. On y revient tout à l'heure dans votre journal. Bonsoir et à nouveau bonsoir à tous. On commence avec cette information sortie du quartier Basenko après une forte pluie relève d'une véritable acrobatie. La faute à la très mauvaise qualité donc, de la principale voie d'accès à ce quartier au nord de Ouagadougou, un quartier pourtant de plus en plus peuplé. Eh bien, avec les nombreux projets immobiliers, le cri de colère, le cri de cœur, j'allais dire, donc des résidents du quartier va à l'endroit donc des autorités en charge des infrastructures. Le constat en image avec Achille Ouedraogo, Amadou Diko et Aurélia Minungu. Le quartier Basenko, à l'extrême nord de la capitale burkinabé, est surtout connu pour sa cité de logements sociaux, l'une des plus grandes de Ouagadougou. Mais en cette saison de forte pluie, atteindre ces 6000 logements relève d'un parcours de combattants. D'où le cri de cœur des résidents du quartier qui implorent les autorités en charge des infrastructures. Vraiment, si vraiment les maires aussi peuvent aussi songer à nous, parce que sincèrement dit, c'est pas du tout simple. Vous voyez, lorsqu'il pleut ici, les usagers ils ont des problèmes. Souvent même, tu es obligé de garer même ta moto à la maison pour pouvoir sortir à pied. C'est pas du tout intéressant. C'est une cité, il faut vraiment avoir moins un boudron qui peut rentrer aussi. Vraiment, c'est pas simple quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il pleut, souvent c'est des problèmes. Souvent vous êtes obligé même de laisser même les motos même sortir à pied, aller même dans des quartiers vraiment lointains. Souvent ils n'ont qu'à sortir aussi à nous parce que c'est vraiment une souffrance aussi dans ces quartiers beaucoup. Et qu'en hivernage c'est difficilement accessible. Vous même constatez l'état de la voie, mais on ne peut même pas aller en véhicule quoi. Depuis le mois d'août jusqu'en fin septembre, la route est pratiquement impraticable. C'est ça, vous le constatez. Et chaque année il y a des engouements et des accidents ici, on n'en a pas parlé. Voilà. Donc vraiment c'est un cri de cœur on lance pour que l'autorité daigne voir les cas de cette route-là. Parce qu'il y a les logements, c'est ceux qui sont devant. C'est la plus grande cité, 6000 logements, mais il n'y a même pas de voie d'accès. Comment on va faire? En plus des difficultés pour accéder à Basenko après chaque forte pluie, le risque d'accident est très élevé dans ce quartier. Des témoins font état de plusieurs cas de fractures ouvertes après des chutes dans les caniveaux non couverts. C'est le cas de cet enfant qui a chuté dans un canal ouvert alors qu'il était à la recherche de son ballon. Quand il pleut comme ça, l'eau là, ça remplit le caniveau là. Donc, surtout les enfants là. Il y a mon fils même qui est tombé là-bas. Il a cassé le bras. Il a tombé 2 fois. Donc, c'est ça que nous, prie Dieu seulement de venir fermer ça. Sinon, c'est pas facile. Okay. À Ouagadougou, plusieurs quartiers sont coupés du reste de la capitale après de fortes pluies, mais le cas de Basenko suscite plus d'interrogations chez les populations qui disent ne rien comprendre dans l'attitude des autorités qui peinent à offrir à Basenko une route bitumée donnant accès aux cités progressivement peuplées. Nous parlons de la voirie, mais il y a aussi des habitations. Eh bien, comme chaque année en hivernage, Ouagadougou et d'autres villes du Burkina ont les pieds dans l'eau. Vous venez donc de le voir dans ce reportage qui vient de passer. Chaque pluie rajoute donc au nombre de personnes sinistrées, appelant au secours de l'État. Les riverains donc l'annonçaient aussi tout à l'heure. Eh bien, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation aussi se prononce sur la question. Mais il faut savoir déjà que dans la majeure partie des cas d'inondation, les victimes sont des récidivistes.
Des récidivistes qui s'obstinent justement à habiter des zones déclarées inondables. À la longue, le CONASUR risque de ne plus se porter à leur secours. Et c'est ce que donc a déclaré son secrétaire permanent rencontré par Bachirou Sawadogo, Mamadou Ouattara et Paul Miki Wamba. Au Burkina Faso, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation vole chaque année au secours des personnes sinistrées par les inondations. Et cette intervention se fait de façon ponctuelle et urgente, explique le secrétaire permanent du CONASUR, qui engage la responsabilité d'autres types d'acteurs dans la prévention des catastrophes dues au trop plein de pluie. Donc chacun a un rôle spécifique à jouer et c'est de faire en sorte que, au niveau des collectivités, qu'il y ait les aménagements nécessaires. Nous savons que la première problématique, c'est l'évacuation des eaux. Imaginez une pluviométrie, une pluie de 57 mm 58 qui fait une inondation par Ouagadougou. Vous voyez que ce n'est pas la quantité d'eau qui pose problème, mais c'est la qualité des aménagements qui pose problème. Et en ce moment, nous ne sommes pas à gérer ces problèmes structurels. Nous sommes une structure d'urgence. Voilà, donc il faut interpeller les acteurs qui doivent porter ce mandat de gérer ces problèmes structurels, à faire en sorte que ça soit effectivement géré pour éviter que ça ait des conséquences humanitaires. Et à défaut de cette gestion structurelle souhaitée, le CONASUR se retrouve chaque année contraint d'intervenir en toute urgence et à tous les niveaux de prise en charge possibles. Il y a cette dimension d'articuler les forces pour pouvoir donner une plus grande efficacité, une efficience dans la réponse. Donc, s'il y a une situation de catastrophe, comme je l'ai dit, nous, en tant que secrétariat permanent du CONASUR, nous devons travailler dans la coordination à faire en sorte que l'acteur qui est concerné soit interpellé pour pouvoir agir. S'il y a des problèmes de santé, et rapidement, les blessés seront évacués dans les structures de santé, ils seront pris en charge par les structures de santé et le point sera fait. Et sous la coordination effectivement du gouverneur ou du haut-commissaire au niveau de la province simplement. Donc, aussi, s'il y a des besoins alimentaires, comme je l'ai dit, nous avons pour eux de renforcer la capacité de nos démembrements. Donc, il y a des stocks que nous envoyons. Donc, s'il y a des besoins alimentaires, ils prélèvent directement sur les stocks qui sont là pour les gérer sur le plan alimentaire. S'il y a des écoles qui ont été touchées, rapidement, le MENA va agir pour que les élèves puissent regagner les classes à la rentrée dans les meilleurs délais avec des infrastructures qui soient adaptées. Tirant leçon des difficultés rencontrées lors de la gestion des inondations du 1er septembre 2009 à Ouagadougou, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation s'est doté de compétences et moyens d'action pour faire face à d'éventuels risques de même gravité. Mais le CONASUR a fini par se rendre compte qu'il volait chaque année au secours des mêmes populations sinistrées, ces dernières s'obstinant à demeurer dans les mêmes zones inondables. Nous avons, à travers la ministre, parce que c'est elle la présidente du CONASUR, interpellé sur la mise en œuvre des mesures fortes. Prenez le cas de Ouagadougou, où les mêmes quartiers qui sont régulièrement sinistrés, qui avaient bénéficié d'un accompagnement en 2009, les gens ne sont pas partis, les gens sont restés toujours dans ces mêmes quartiers et demandant toujours que l'État intervienne. Donc, la décision a été claire qu'on ne peut plus intervenir dans ces zones. Et ce que vous l'avez constaté, s'il y a ce genre de situation, bon, les gens s'assument. Rien que pour le premier semestre de l'année 2020, les besoins en intervention d'urgence avaient été évalués par le CONASUR à plus de 150 milliards de francs CFA, un montant qui est loin d'être bouclé en dépit de l'apport des partenaires étrangers. On prend maintenant la direction du Gabon. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020, elles sont donc proclamées aujourd'hui 2 septembre. Et figurez-vous, ces résultats devraient être publiés par SMS. Vous l'aurez bien compris, par SMS. Une décision prise à cause de la pandémie du coronavirus. Et les élèves sont invités à rester chez eux pour éviter des contaminations. Cette nouvelle forme n'enchante pas du tout les élèves, ces élèves justement qui estiment que le gouvernement les prive de la joie que leurs aînés ont eue. Les parents d'élèves ne sont pas aussi contents de cette décision. En tant que parent d'élèves, je ne peux pas accepter cela. Ceux qui sont au village et qui n'ont pas de téléphone, comment faire alors? S'interroge un parmi eux, joint par le confrère RFI. En tout cas, ce dernier indique qu'il y a bien sûr certains qui auront les résultats et d'autres pas. Pour lui, c'est donc très risqué. Plusieurs hypothèses seraient en réflexion au ministère de l'Éducation nationale gabonaise. En plus donc du SMS qui sera envoyé aux admis, les candidats pourront aussi être contactés par WhatsApp.
Nous parlons encore des conséquences de la Covid-19. Mais cette fois, c'est au Kenya. Tous les élèves du pays devront redoubler à la rentrée prochaine. Ils ne passeront pas donc en classe supérieure. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a pris cette décision radicale. Le ministère justifie cette mesure par le fait que des inégalités sont nées de l'arrêt de l'école en mars dernier. Et certains élèves en ont bien sûr en effet justement eu la chance de pouvoir continuer à étudier à distance sur ordinateur, tandis que d'autres ont dû s'arrêter là, faute de matériel suffisant. Mais d'après donc différents chercheurs, ce redoublement généralisé pourrait avoir l'effet inverse et accentuer ces inégalités, car au moment de la reprise prévue justement avant janvier 2021, les élèves qui auront bénéficié des cours à distance disposeront d'un avantage sur ceux qui n'ont pas eu accès, notent les experts. Selon donc les spécialistes en éducation, c'est la première fois qu'un pays prend ce type de décision depuis le début de la pandémie du coronavirus. Près de 18 millions d'élèves repartis au sein de 90 000 écoles, bien sûr, dans le pays sont concernés par cette décision. En plus, donc, 250 000 autres adolescents qui vivent dans des camps de réfugiés au Kenya. Il faut le savoir, on note 23 863 cas de contamination et 391 décès dus au coronavirus. Le gouvernement burkinabé maintenant veut améliorer la mobilisation urbaine et favoriser les populations à l'accès, bien sûr, des services sociaux de base. Un projet est mis sur pied justement dans ce sens et pour sa mise en œuvre, 80 millions d'euros, soit plus de 52 milliards de francs CFA, seront déboursés. Cette somme est remise par la municipalité de Ouagadougou pour accompagner justement le projet. Le lancement officiel des activités de la maîtrise de l'œuvre sociale du dit projet, c'était ce matin à Ouagadougou en présence de Aurélia Minougou et Achille Ouedraogo. Dans l'optique d'améliorer la mobilité et de contribuer à l'accès des populations aux services sociaux de base, le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l'Agence française de développement un soutien financier d'un montant de 80 millions d'euros, soit environ 52 milliards de francs CFA, mis à la disposition de la commune de Ouagadougou pour le financement du projet de développement durable de Ouagadougou phase 2. Vous allez avoir des équipements sanitaires, notamment des centres médicaux. Vous allez avoir des équipements sportifs également au niveau des centres, des aires de jeu. Vous allez avoir également des équipements culturels, le Remdoro 2 par exemple qui va être construit à Wayalguin. Et vous allez avoir des équipements scolaires, des écoles, des lycées. Vous allez avoir également des infrastructures routières qui vont faciliter la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Le plan d'occupation des sols de la commune de Ouagadougou a identifié 7 pôles urbains ayant vocation à devenir des centralités secondaires dans un effort de décentralisation de la ville. La principale composante du projet centralité secondaire est destinée à accompagner le développement de 3 de ces centralités. Donc, il y a le Grand Est qui comporte Wayalguin et Dassasgo. Vous avez Tampuy qui est une autre centralité, il y a Tampuy et Kilouin. Et vous avez enfin la centralité de Katria, qui est le quartier de Katria qui est très vaste, qui va jusqu'à Rayongo et tout ça. Donc ce sont ces centralités-là qui vont connaître un investissement massif d'équipements sociaux de base pour que les populations puissent avoir accès à ces équipements sociaux. L'Agence française de développement et la commune de Ouagadougou ont expérimenté un dispositif de pépinière urbain sur les sites devant abriter les équipements sportifs et culturels du dit projet. Ces 3 centralités secondaires que sont Tampuy, le Grand Est et Katria sont respectivement situées dans les arrondissements 3, 5 et 11 de la commune de Ouagadougou. On ouvre à présent l'actualité sur le Mali. Les militaires à la tête du pays depuis 2 semaines ont annoncé hier mardi vouloir organiser des concertations avec les partis et la société civile. Une rencontre prévue donc les 5 et 6 septembre prochains à Bamako sous la présidence du colonel Assimi Goïta, chef d'État actuel du Mali. L'objectif ici est d'étudier les propositions de feuilles de route de la transition, en définir l'architecture et les organes de la transition et enfin contribuer à l'élaboration d'une charte. Souvenons-nous, les colonels qui ont donc renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta
le 18 août, ont promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition d'une durée encore indéterminée. Il figure cette fois explicitement parmi les participations annoncées avec les partis politiques, les organisations de la société civile, d'anciens groupes rebelles, les syndicats et aussi la presse. On va parler bien sûr maintenant de la junte qui a justement proposé initialement 3 ans sous la conduite d'un militaire avant de rabaisser la barre à 2 et de se dire ouverte sur son chef. Le M5 a de son côté proposé une transition de 18 à 24 mois avec des civils aux manettes des institutions. La CEDEAO a réclamé une transition civile et des élections sous 12 mois et au même moment la France, elle estime que la transition devrait être une affaire de mois. Attendons donc de voir la suite avant la fin de cette semaine. Nous l'évoquions dans nos éditions précédentes. Alpha Condé veut briguer un 3e mandat en Guinée. Il rejoint sur la liste Alassane Ouattara. Et vous le savez, en Guinée, avant cette annonce, il y a eu des manifestations et en fait plusieurs morts. En Côte d'Ivoire, depuis quelques semaines, des manifestations ont eu lieu pour dire non à ce mandat de plus. Alors, quel effet avec justement ces 3e mandats dans la sous-région? Et c'est le sujet abordé par la presse africaine en ce mercredi 2 septembre 2020 et la synthèse est faite par Drissa Traoré. La sortie de Henri Konan Bédié dans les colonnes du Monde Afrique annonce les couleurs. Il affirme que compte tenu du passé récent, la violence n'est pas exclue en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante n'étant pas indépendante, nous nous dirigeons vers une élection contestable et non apaisée. La faute de ces violents revient au pouvoir, souligne-t-il. Pour lui, Alassane Ouattara viole la Constitution en se présentant pour un 3e mandat. Sa candidature est illégale et tout le monde le sait, dénonce-t-il davantage. Avec une situation aussi dégradée, on s'achemine vers des trous importants, prévient encore l'ancien président ivoirien. La crise préélectorale peut déboucher sur une guerre civile sans précédent, prévient-il. D'ailleurs, selon Sud Quotidien du Sénégal, la question des 3e mandats constitue un cocktail explosif dans la sous-région. En effet, pour le journal dakarois, les réactions à l'officialisation de la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara campent le décor d'une Côte d'Ivoire divisée. Et le moins que l'on puisse dire, le risque d'instabilité en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain pèse sur le pays. La crise post-électorale de 2010-2011 reste encore fraîche dans les mémoires, relève Sud Quotidien. Et le journal Nordcorps n'est pas loin du même scénario en Guinée, où le président Alpha Condé est désigné candidat à la présidentielle d'octobre prochain par le RPG Arc-en-Ciel. Pour cette Afrique, si le président guinéen Alpha Condé briga bien un 3e mandat en octobre, la confirmation de sa candidature par son parti laisse augurer de nouvelles manifestations à Ori dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, coutumiers des répressions brutales. Le FNDC indique que la contestation qu'il a menée depuis des mois va entrer dans une phase décisive. Il est désormais évident pour les plus sceptiques que M. Alpha Condé, qui revendique des décennies de lutte pour la démocratie en Guinée, n'est autre que la plus grande désillusion de l'histoire politique de notre pays, affirme un porte-parole du FNDC qui appelle à se préparer à la reprise des manifestations à une date qui sera annoncée rapidement. Toujours est-il que pour le site d'information de Djeli, à voir ce qui prévaut aujourd'hui au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire, difficile de se laisser porter par toutes les prévisions optimistes dont on parle l'avenir du continent africain dans certaines publications. Avec la crise qui a débouché sur le coup d'État du 18 août dernier à Bamako et le 3e mandat que brigue respectivement Alpha Condé en Guinée et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, on serait au contraire enclin à accorder du crédit à ceux qui assimilent le progrès de l'Afrique à la marche de l'écrivisse. Un pas en avant, au moins 2 pas en arrière. En tout cas, pire encore, le Djeli, ces 3 pays, au lieu de s'inspirer de leurs voisins sénégalais, ghanéens et même sierra-léonais, semblent davantage imiter le Cameroun, le Congo-Brazzaville ou encore le Burundi. Tout chose qui désole le pays au Burkina. Le journal relève en effet qu'à l'heure où l'Afrique en quête de démocratie véritable est encore à la recherche de ses marques, il est affligeant de voir, après le printemps des coups d'État militaires que l'on croyait révolus, des chefs d'État africains sonner l'heure des coups d'État constitutionnels. La déception est encore plus grande quand le mauvais exemple vient de ses opposants historiques devenus présidents, mais qui finissent à l'épreuve du pouvoir par se montrer sous leur vrai jour en s'érigeant en véritable fossoyeur de la démocratie et en premiers ennemis de l'alternance. Il faut cesser de tromper le peuple et de jouer avec son avenir, prévient le pays en conclusion.
Revenons à présent au Burkina Faso pour parler de la valorisation des productions locales à travers Bokindaga. La 3e édition de cette foire se tiendra du 26 octobre au 1er novembre 2020 sur le site du FESPACO, c'est à Ouagadougou. Consommons local est donc le thème de cette édition qui attend près de 200 exposants. Les organisateurs l'ont annoncé hier mardi face à la presse nationale. On fait le point avec Cécile Traoré et Achille Ouedraogo. Placé sous le thème process, innovation et transfert technologique, quelle stratégie nationale pour intégrer les chaînes de valeur régionales et internationales? La 3e édition du Bokindaga se tiendra du 26 octobre au 1er novembre prochain sur le site du FESPACO. Et pour cette édition, des innovations majeures ont été apportées. La première particularité, c'est l'ouverture des stands pour une ouverture UOMOA, parce que l'UOMOA, la commission de l'UOMOA vient de décréter ce mois-ci, le mois d'octobre, comme le mois du consommant burkinabé et du consommant local dans toute la zone UOMOA du moins. Et nous avons trouvé nécessaire pour accompagner ce mois-ci et pour faire quelque chose de nouveau par rapport à l'organisation, d'ouvrir quelques stands. Ce n'est pas grand-chose, c'est des stands témoins. Et en même temps, nous lançons, c'est-à-dire une première expérience d'une ouverture, puisque nous avions entamé une organisation du Burkindaga en Côte d'Ivoire qui a été avortée par rapport à des difficultés dues à l'ordre sécuritaire des deux pays. Donc, ce n'est pas pour autant que nous nous sommes arrêtés à côté. Nous avons ouvert cette année quelques stands pour offrir à l'UOMOA, l'espace UOMOA, et expérimenter cette nouvelle chose et en même temps respecter aussi le décret de ce mois-ci par la commission de l'UOMOA comme étant le mois du consommant local dans toute la zone UOMOA, dans les 8 pays. Donc le FESPACO nous accompagne et nous avons déjà échangé avec pas mal d'acteurs au niveau du FESPACO pour permettre la réalisation de cette innovation. Et nous avons pas mal d'acteurs cinématographiques qui nous ont conseillé et nous sommes en train de mener les rencontres, les différents échanges pour que cela soit possible. Donc ce sont les 2 innovations majeures de cette année. Avec un budget global d'environ 56 millions de francs CFA, les stands sont toujours disponibles au siège du FESPACO à des prix bien étudiés pour la valorisation des produits locaux. Nous avons 3 types de stands. Alors il y a les stands exposants individuels et qui va aussi avec les différentes associations de production diverses. Donc pour ce stand, ça fait 70 000 francs, un prix étudié, et c'est un prix révisé par rapport à la situation économique que nous savons tous. Donc ça fait 70 000 francs, c'est un stand de 9 mètres carrés avec électricité et une prise de courant que nous vous offrons avec 2 chaises. Et le deuxième type de stand, c'est un stand Maki Resto. Les 2 sont collés et ça fait 200 000. Donc si vous voulez, ça fait 75 000 francs pour le restaurant, la restauration, et 125 000 francs pour le maquis. Donc les 2 jumelés font 200 000 francs. Il y a aussi un stand pour les services. C'est l'occasion pour nous de les offrir aussi un espace pour s'exprimer parce qu'ils sont nationaux. Donc du coup, nous les ouvrons un stand pour les services, pour la téléphonie, pour l'industrie. Et ça aussi, ça fait 200 000 francs. Pour cette 3e édition du Bokindaga, plusieurs activités sont au programme, entre autres des expositions, ventes, des animations, des projections cinématographiques et des rencontres B2B. C'est un fait qui arrive rarement. Il s'agit d'un gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Le monde entier l'a découvert en début d'août dernier à travers cette vidéo que vous allez voir où il dansait pieds nus sous la pluie. La vidéo du petit Nigérien, il s'appelle Anthony Mesoma Madou, est vite devenu virale. Quelques millions de vues plus tard, la vie du danseur de ballet en herbe s'apprête à amorcer un important virage. On en sait un peu plus sur cette belle histoire avec ce récit de Gilles Dasda. Fouetté, cabriole, grand jeté. Élégance, grâce et pureté des pas d'Anthony Mesoma Madou sous une fine pluie. La vidéo du petit Nigérian de 11 ans, féru de ballet et dansant pieds nus sous la pluie, a fait le tour du monde. Au total, elle aura cumulé près de 17 millions de vues sur la toile.
La vidéo de cet enfant, visiblement déterminé et à l'allure gracile, lui a finalement ouvert les portes, et pas des moindres. Le jeune enfant a été contacté par la prestigieuse structure de danse classique, l'American Ballet Theatre de New York. Bourse d'études pour s'entraîner aux États-Unis en main, Anthony bénéficie d'abord d'un programme spécial de formation en ligne. Formation qu'il vient d'achever. Les dons ont aussi afflué des 4 coins du monde pour la petite école informelle de Lagos où il s'entraîne. En l'espace d'1 mois, Anthony est devenu le centre d'intérêt des plus grands médias internationaux. Le petit à qui ses parents destinaient un avenir comme prêtre aura choisi un tout autre chemin. Son combat aujourd'hui est de défaire le balai des préjugés qui l'entourent sur le continent africain. Eh bien, si la chance a souri au petit Nigérien, ce n'est pas du tout le cas pour Félicien Kabuga. Lui, c'est un Rwandais et son sort sera connu le 30 septembre prochain dans l'affaire remontant au génocide rwandais en 1994. Interpellé le 16 mai dernier en banlieue parisienne, le vieil homme, 87 ans, selon ses dires, est notamment accusé d'avoir créé avec d'autres individus les milices Hutus, principaux bras armés du génocide contre les Tutsis. Il est accusé aussi d'avoir mis sa fortune à contribution pour acheminer des milliers de machettes aux miliciens. L'ancien président de la radio-télévision libre des 1000 collines qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qu'il vise. Lors d'une audience, c'était le mercredi dernier, un avocat au conseil de Félicien Kabuga a notamment invoqué l'état de santé de son client. Il a indiqué que ce dernier souffre de diabète et d'hypertension et était aussi atteint de leucoraouise, une pathologie incurable lui faisant perdre progressivement ses fonctions motrices et cognitives. Si la Cour de cassation décidait de rejeter le pouvoir de Félicien Kabuga, la France aurait donc 1 mois pour le remettre au mécanisme pour les tribunaux internationaux. Voilà, messieurs, l'édition de ce soir, c'est tout. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Les programmes se poursuivent sur la chaîne africaine de télévision. Excellente soirée.